Alors, ceci permet de jeter un œil sur la façon dont les États-Unis voient le monde. Il suffit de prendre un billet de $1. Vous avez à l'avers le portrait de George Washington, le propriétaire des 300 esclaves noirs dont je parlais tout à l'heure, que d'ailleurs les États-Unis continuent de célébrer comme si de rien n'était. La capitale s'appelle Washington. George Washington figure sur tous les billets de $1 qui sont produits par milliards et milliards à travers la planète. Il y a même un État des États-Unis qui s'appelle l'État de Washington, sur la côte ouest. Donc il n'y a pas du tout, je le cite au passage, parce que vous savez que nous n'avons pas en France célébré le bicentenaire d'Austerlitz au motif que Napoléon avait rétabli l'esclavage, donc à la demande de Joséphine de Beauharnais sous l'Empire pendant quelques années. Donc nous avons eu une relecture de l'histoire qui a été largement médiatisée à cette occasion pour culpabiliser les Français sur leur histoire. Je ne suis pas là, évidemment, pour trouver des circonstances favorables à Napoléon en l'espèce, mais il y a beaucoup d'anachronismes dans les reproches qui lui sont faits néanmoins. Je dis simplement que cette espèce de volonté constante qu'il y a en France de se déprécier, on a oublié de préciser que la France avait quand même été le premier pays au monde à abolir l'esclavage, et on oublie de préciser que les Américains n'ont jamais fait ce travail quant à eux. Et puis, au revers de ce billet de $1 que tout le monde a, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord, il y a cette inscription « In God we trust ». Ça veut dire « Nous croyons en Dieu ». Nous plaçons notre confiance en Dieu. Ça fait référence au fait que pour les Américains, il y a une destinée manifeste du peuple américain et qu'il s'agit de bâtir une espèce de nouvelle Jérusalem sur terre. Pour les chrétiens, du moins pour les catholiques, nous avons affaire ici à un blasphème. L'idée de mettre le nom de Dieu sur un billet de banque est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement pour ceux du moins qui pensent à la parole dans les évangiles du Christ qui dit il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez, au moment de la parabole sur le denier. Et ce qui est intéressant également dans le revers de ce billet de banque, c'est le signe, le grand sceau des États-Unis d'Amérique, où l'on voit un symbole maçonnique avec la date de 1776, parce qu'effectivement les sociétés de franc-maçonnerie ont été largement à l'origine des principes révolutionnaires, à la fois aux États-Unis et en France. Mais le plus intéressant est ailleurs, il y est dans cette bannière qu'il y a en dessous, où vous pouvez peut-être lire, c'est écrit en latin « Novus Ordo Seclorum ». C'est sur tous les billets de dollars qui circulent à travers le monde et qui se chiffrent donc en milliards et milliards et milliards. Ça n'est pas un détail. Novus Ordo Seclorum, c'est du latin, ça veut dire le nouvel ordre des siècles, le nouvel ordre du monde, le nouvel ordre pour les siècles des siècles. Donc c'est une pensée typiquement impériale. L'Amérique estime avoir vocation à fixer un nouvel ordre mondial. C'est d'autant plus impressionnant qu'à l'époque, en 1700, disons au tournant du XIXe siècle, vers 1800, il y a aux États-Unis 7 millions d'habitants, dont d'ailleurs de nombreux esclaves. C'est encore un tout petit pays. En France, par exemple, il y a 34 millions ou 32, 34 millions d'habitants. Donc voilà un pays qui a 4 fois moins d'habitants que la France. Il est vrai que la France est le pays le plus peuplé d'Occident. Mais voilà un pays qui a 4 fois moins d'habitants que la France, qui sort d'une guerre d'indépendance et qui néanmoins prétend avoir une vocation impériale. On va le voir en 1812. Sur cet exemple, il s'agit cette fois-ci de Andrew Jackson. Andrew Jackson a été le 7e président des États-Unis d'Amérique, mais avant d'être élu président, il a été le général en chef qui a mené une guerre contre le Royaume-Uni. Parce qu'une fois que la guerre d'indépendance a été gagnée et s'est achevée par le traité de Versailles de 1784 sur l'indépendance des États-Unis d'Amérique, comme je le disais tout à l'heure, les États-Unis n'ont pas baissé la garde, ils ont continué ensuite à chercher finalement à évincer la puissance britannique du continent nord-américain. Ils ont profité des guerres napoléoniennes pour aller porter la guerre au Canada, puisque le Canada, c'était justement les provinces britanniques, les colonies britanniques du Canada qui étaient restées fidèles à la couronne britannique. Et donc, profitant, vous voyez, 1812, ça commence à sentir le roussi pour Napoléon. 1813,
c'est la campagne de Russie, la Bérésina, donc on va atteindre. Mais en 1809, 1810, 1811, les Américains avaient compris que les Anglais étaient tellement occupés à organiser le blocus continental contre la France que c'était le bon moment pour attaquer les forces anglaises qui sont au Canada. Voilà. Donc je le cite parce que pour avoir recours à... Il n'y avait pas d'armée de métier aux États-Unis à l'époque, mais pour avoir donc recours à une armée donc de conscrits, Andrew Jackson a fait un discours qui est resté connu, où il disait « Nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange et ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome. » Voilà quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce petit pays de 7 millions d'habitants, encore une puissance totalement agricole qui ne fait que des plantations de coton, qui prétend donc avoir recours au droit au libre-échange, vous voyez bien que c'est toujours le problème du commerce international dont on parlait tout à l'heure, pour égaler les exploits de Rome, c'est-à-dire pour se transformer en empire.